1994. Déjà, eh oui. Le temps passe vite quand on s'amuse avec le docteur et le professeur. Tellement vite que voici le podcast le plus court de toute la série pour le moment. Peut-être y aura-t-il plus court après, quand on parlera plus que de Hans Zimmer et que le podcast aura 5 minutes. Mais pour le moment, on a encore des choses intéressantes. Le docteur reprend le volant pour conduire l'émission. Je vous laisse écouter. C'est violent, c'est court, c'est super bien. Moi j'aime bien, en tout cas. Ça m'éclate. J'adore écouter Ciné-Claque. Ciné-Claque, c'est du ciné et c'est des claques. Toutes nos impulsions ne sont plus sous notre contrôle. Nous sommes leur bétail. Nous sommes élevés pour devenir des esclaves. J'ai vécu des expériences troublantes. J'ose pas en parler parce que j'arrive pas à expliquer les faits. Un pistolet philosophique. Le pire, c'est qu'ils pensent qu'on doit tout ce qu'ils racontent. C'est le genre de raisonnement que je déteste. 1994, professeur. Professeur, ça va bien ? Bonjour docteur, ça va et vous ? Bon, ça va, c'est un long week-end, donc ça va, et puis il fait beau, donc ça va. Et puis, professeur, quand on fait un podcast, ça va, toujours. Alors, 1994, professeur, c'est une année qui a commencé à fond la caisse, avec quand même des gros films, genre Natural Born Killer, tu l'as vu ça ? Ah oui, je l'ai vu, j'ai pas du tout aimé, c'est... Oh, j'avais adoré, moi. Ah ouais ? Mais ouais, parce qu'en fait, c'est un film mal élevé. Oui, c'est un film mal élevé, mais c'est bizarre parce que Oliver Stone voulait critiquer une certaine idée de la violence et de la façon dont on l'utilise, mais il le faisait en utilisant cette violence lui-même, donc ça m'a dérangé. Ouais, moi j'ai vu ça plus comme une violence de cartoon en fait. Le côté, le meurtre des parents sous le format sitcom et tout, enfin, j'ai trouvé ça bizarre, quoi. J'ai trouvé vraiment ça cartoon et ça m'a pas choqué, et puis surtout j'ai adoré l'utilisation des chansons de Leonard Cohen et tout, enfin c'est magique ça. Après la BO est bien parce qu'il a, enfin bien, elle est intéressante parce qu'il a demandé à Trent Reznor du groupe Nine Inch Nails de chapeauter un peu tout ça, ce qu'il allait faire aussi avec Lynch sur Lost Highway, quoi, donc avant de rejoindre Fincher des années plus tard, quoi. Donc il y a une bonne cohérence dans la BO. Oui, une unité, une homogénéité. Et c'est vachement important ça. Mais je crois que je me suis aperçu avec ce film que je détestais Woody Harrelson et Juliette Lewis, quoi. C'est le pire. Alors j'aime pas Juliette Lewis, j'aime bien Woody Harrelson parce qu'il me fait rire. Mais pour moi c'était une sorte de grand méchant loup là-dedans, tu vois. Mais c'était horrifiant, hein. Je t'avoue que j'en menais pas large des fois, quoi. Mais dans l'ensemble j'ai beaucoup rigolé. Et d'ailleurs en parlant de films avec des BO faites de briquet de broc, il y avait eu Pulp Fiction à l'époque. Ouais. Fiction pulpeuse au Québec. Pardon. J'ai des amis québécois, qui me pardonnent. Je les aime, mais fiction pulpeuse, ça peut faire que marrer, quoi. Bah oui. Et ouais, pareil, Tarantino, c'est ultra référentiel, quoi, cette musique. Comme ces films, hein, d'ailleurs, tout est cohérent. Il prend des petits bouts de droite à gauche, il recolle. Et Pulp Fiction, c'était pas mal. Hein. Franchement, c'était pas mal. Ouais, mais le problème avec ces films, c'est que c'est pas mal sur le moment, et après les gens s'aperçoivent que ah oui, cette chanson elle est pas mal et tout, et après tu n'entends que ça, et moi aujourd'hui Pulp Fiction ça me fatigue, quoi. Je peux plus écouter la BO, c'est moi non plus. Par contre, quand ça repasse à la télé, je me mate juste la séquence avec Bruce Willis quand il est dans la cave, parce que c'est quand même d'un humour qui est assez, c'est horrible, et en même temps tu meurs de rire, quoi. Et j'ai une anecdote sur Pulp Fiction. Je suis allé le voir une fois à Paris, en plein air, au cinéma, à la Villette. Il y avait une projection en plein air l'été. Et pendant le générique, il y avait 14 000 spectateurs qui étaient là, sur l'esplanade. 14 000 spectateurs. T'en as les 3/4 sur le générique qui dansaient, quoi. C'était un moment, mais j'ai jamais revu ça après, quoi. Tout le générique, là, t'avais la musique et tout le monde dansait. Après, tout le monde s'est allongé par terre pour regarder le film, évidemment, quoi. Ouais, mais c'était complètement dingue, ça. Il était tendance à l'époque, je sais que moi aussi, autour de moi, des gens qui n'allaient pas au cinéma parlaient de Pulp Fiction, quoi. C'est ces gens qui ne vont qu'une fois au cinéma, par an, quoi. C'était le film de l'année. Je trouve dur, parce que il y a quand même eu la narration, elle était expérimentale pour l'époque. Ah oui, oui, je sais, je suis d'accord avec toi. Après, moi, je suis pas fan. Tarantino, pour moi, son cinéma, il s'est arrêté à Kill Bill 1, et après, il a fallu Once Upon a Time in Hollywood pour que je retrouve un de ses films, enfin,
un film bien, quoi. Tout ce qu'il a fait pendant 20 ans m'a profondément pété le nœud, quoi. Enfin, franchement, c'était nul, quoi. C'était des reprises, tu pouvais refaire des films avec tout ce qu'il avait pris, tu remontais un film, quoi. Toi, c'était... Mais je suis méchant, je suis extrêmement mauvaise foi, là. Hein. Mais tu vois, quand j'ai vu son truc de guerre, là, complètement pénible, où il tue Hitler, c'est bon, j'étais tout seul dans la salle, je suis sorti, j'ai demandé à me faire rembourser, t'imagines la tête. Et le gars du cinéma, il me dit, ouais, c'était bien. Je dis, non, c'était à chier, quoi. C'était, voilà. Je suis allé le voir à la première séance, j'habite, j'étais tout seul, hein. J'étais en colère quand je me suis dit, on se fout de ma gueule. Quand j'ai vu Django, je me suis dit, pareil. Quand j'ai vu Kill Bill 2, je me suis dit, mais putain, le film, il dure 6 heures, quoi. C'est interminable, quoi. Enfin, bref, son cinéma me gonfle. Sauf peut-être le truc qu'il a fait avec Rodriguez, là. Où, ça, c'est assez drôle. Le film est long, mais la dernière poursuite avec les nanas dans la voiture. Boulevard de la mort. C'est bien, ouais. quoi. Ouais, mais là, en fait, il fait du cinéma comme il devrait en faire tout le temps. C'est-à-dire ce qu'il aime faire, du cinéma de série B, quoi, Z. Et c'est pour ça que j'ai aimé Kill Bill aussi. Moi, ça m'a rappelé plein de trucs que j'avais vus même quand j'étais gamin en vidéo. À la limite, je trouvais que, en fait, Rodriguez et lui, ils avaient trouvé peut-être un bon compromis avec Une nuit en enfer. C'était Une nuit en enfer, oui, c'était ça. Ah, c'était bien. Voilà, c'était génial ce film, assez inattendu, quoi. Surtout quand tu connaissais pas le twist en plein milieu du film, quoi. C'était assez inattendu. Ah ouais, quoi. à 45 minutes du film, ça bascule, quoi. C'était excellent. Franchement, je suis allé le voir au cinéma. Je savais qu'il y avait des vampires, des trucs, mais au début, je me dis, ok, on est en quel film là? Et quand ça démarre, après, c'est la fête foraine jusqu'au bout. C'est les deux ont trouvé leur point d'équilibre ensemble, quoi. Parce que c'est vrai que la première moitié, c'est du Tarantino et la seconde, ça vire fantastique. C'est vraiment n'importe quoi. Sinon, professeur, on peut parler de choses sérieuses 2 secondes, parce que il y a des fois, il faut aborder quand même des sujets sérieux. Sandra Bullock dans Speed. Oui. La musique de Speed, c'est quand même quelque chose. Ouais, c'était c'est la première fois que j'entendais parler de Mark Mancina, qui a pas trop réussi. Je savais pas à l'époque. Il venait de chez Zimmer aussi, mais. Ouais, mais je crois que c'est. Je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est Electric Light Orchestra. Ah ouais. Et il a fait. C'est lui, Mark Mancina, qui a fait Les Ailes de l'Enfer, non? C'est pas ça? Ouais, il a fait avec Trevor Rabin, ils ont fait ça ensemble. Et Twister? Twister, j'allais en parler, ouais, parce que j'adore le thème de Twister, ouais. Non, mais il faisait des bonnes musiques. Il avait le sens du riff de guitare. C'est monstrueux, quoi. Le film c'était n'importe quoi. C'était un Die Hard dans un bus. Voilà, ouais, mais ça fonctionnait bien, quoi, je trouvais. Mais c'était cool parce que c'était réalisé déjà bien. Voilà. C'était hyper dynamique, ça bougeait tout le temps, quoi. Ouais, parce que c'était des Yann de Bont à l'époque où. C'était quand même un grand directeur de la photo qui avait suivi Verhoeven de Hollande. Il était venu avec Verhoeven aux États-Unis, quoi. Mike Tiernan aussi, il a fait Die Hard. On lui doit Octobre Rouge, je crois, non? C'était. Ouais, aussi, je crois qu'il a fait ça. Il avait fait Flatliners, il avait fait Basic Instinct. C'est un super directeur de la photo. Basic Instinct, incroyable, quoi, ouais. Et donc, c'était son premier film et je trouvais qu'il se tenait, quoi. C'était. Ça envoyait Speed, franchement, au cinéma, c'était super bien. Et tu vois, la musique. Quand c'est sorti, hein, parce que maintenant, on voit ça tout le temps, quoi. Voilà. Mais la musique était bien, mais tu vois, on sent la limite, comme tu dis, t'as le thème principal qui en jette. Et il revient en boucle. Hein. Voilà, mais il revient en boucle. On sent que quand même, il y a une limite, quoi, où le compositeur. Moi, ça m'a fait penser, tu sais, aux musiques des jeux vidéo, quoi. L'apothéose, c'était The Rock. Ouais. Après, où c'était carrément, en fait, t'as 4 thèmes que tu retrouves tout le long du film et qui sont imbriqués les uns aux autres, tu vois. Et à la fin, on dirait un truc de jeu vidéo, quoi. Une scène d'action, t'entends la musique d'action. C'était aussi, de toute façon, c'était Remote Control à l'époque. C'était pas encore la boîte de Zimmer, c'était une entreprise, hein, donc tu venais, tu payais, t'avais ta musique de film d'action, tu repartais avec tes bandes, t'étais content, quoi. En tout cas, Speed, la musique, mine de rien, on l'entend tout le long du film, quoi. Ouais. Elle s'arrête jamais, quoi. Ça s'arrête pas, et même pendant le générique, elle est pas mal. Honnêtement, j'ai trouvé que mais moi, bien foutu, quoi. D'emblée, j'avais été acheter le CD en sortant du film, hein, parce que c'est pareil. Ça te fait pas. tu sors avec la musique dans la tête, donc forcément. C'est évident. C'est évident, la musique, elle te prend. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait cette année-là? Il y avait Léon de Luc Besson. Alors Léon, moi j'ai pas aimé. Je te le dis tout de suite. Hein. J'étais content de voir le Nettoyeur de Nikita, que j'avais pas aimé comme film, mais j'avais bien aimé le Nettoyeur. Et là, tu vois Léon, le Nettoyeur. Et j'ai trouvé que le film il était hyper pédophile, et puis qu'en plus ça m'a gonflé. Il est pas hyper pédophile, mais
Si. Mais rien que la scène, moi je trouvais que il y avait certaines choses de bien, quoi. Donc cette scène où Nathalie Portman va rentrer chez elle, mais elle sait que sa famille s'est fait tuer, ils sont tous là, et elle continue, il y a quelques et elle continue en espérant que son voisin, Léon, va lui ouvrir la porte, quoi. Elle fait comme si de rien n'était. Il y a une bonne... mais ça, c'est la super scène qui tient tout le film. Voilà, il y a une bonne tension, il y a un bon après, découpage. le film, il part en sucette, quoi. Parce que voilà. Et pourtant, avec Gary Oldman. Ouais. On avait, Rouge, je me rappelle plus la musique, mais j'avais adoré le film de Kieslowski. Le film était génial. Farinelli, le disque s'est vendu, mais ça m'a jamais intéressé. Danger immédiat, de James Horner. Ouais, c'était une redite du premier, quoi. Bah voilà, tout à fait. C'était jeu de guerre, quoi. Ouais. Il faisait ça un peu à la chaîne, James Horner. Mais il y avait un bon morceau quand même je crois qu'il faisait une dizaine de minutes, quoi, une bonne tension, qui était le moment où la voiture est prise entre... Dans la rue ? Ouais. Non mais attends, James Horner, il savait faire. Mais après, il sortait le photocopieur quand il était pressé. Parce que des fois, il y a des impératifs, tu dois sortir... Tu peux pas sortir un score symphonique comme ça à toute vitesse, quoi. Et puis il a vu que ça a marché, why not, hein. Enfin, moi j'ai rien contre James Horner, de toute façon j'aime bien, même quand il est pas bon, il est bon. Donc ça me dérange pas trop. The Shadow de Jerry Goldsmith. Ouais, c'est pas ma préférée. Cette année-là, il y avait une autre qu'il a fait, que j'avais bien aimé. C'était, en français, ça s'appelait Belle de l'Ouest. C'était quoi le titre anglais, américain? C'était... Je sais plus, et je l'ai pas vu. Bad Girls. J'ai pas entendu, je l'ai pas vu, je l'ai pas écouté le morceau. Je connais pas le morceau. C'est une musique de western, mais c'est une bonne musique de western. Pour le coup, moi je trouvais ça sympa. Ça a dû lui rappeler des souvenirs à Goldsmith. Et fait un paquet. C'était sympa parce que ce film est sorti peu de temps après Impitoyable et en fait de Eastwood. Et en fait c'est un film #MeToo avant l'heure, quoi, parce que dans Impitoyable c'est les je vais pas m'étendre, mais dans Impitoyable c'est les prostituées qui engagent Eastwood, mais là c'est les prostituées elles-mêmes qui vont se faire vengeance, quoi. Je connais un peu, je connais le sujet, mais ça m'avait pas hyper intéressé. Il y avait au même moment, il y avait Time Cop de Mark Isham. Ouais. C'est bon, avec Jean-Claude Van Damme, qui est sorti la même année, Street Fighter. Très bon Van Damme, mais réalisé par Peter Iams, donc c'est normal, quoi. Voilà, et c'était pas mal. Moi, j'avais bien aimé ce qu'il avait fait après Sudden Death. Oui, moi aussi, encore une déclinaison de Die Hard. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Mais il y avait une bonne période des films de série B quand même qui était pas mal, je trouve. Je trouve que ça déchirait quand même, quoi. Qu'est-ce qu'on avait cette année-là? On avait, je regarde, je check dans toute ma liste. Putain, il y a plein de films, mais il y en a plein qui m'intéressent pas. C'est incroyable. Wolf. Ah ouais. C'était de qui la musique de ça? Morricone. C'est Morricone, c'est bien ce que je me disais. J'avais pas aimé le film. J'avais adoré le film. C'est vrai? Ouais. Mince. J'avais adoré parce que j'avais trouvé pertinent, parce qu'au final, pour moi, c'était pas un film de loup-garou, quoi. C'était un film sur un homme qui a peur de vieillir et de mourir, en fait. Je trouvais le sous-texte intéressant derrière. D'accord. Et puis Michelle Pfeiffer, elle était belle à tomber dedans, quoi. Le dernier plan sur elle, parce qu'on sait que elle a été mordue aussi à la fin, donc... Oh là là. J'ai spoilé encore. Non, j'ai pas pleuré, mais j'étais un peu comme le loup de Tex Avery, quoi. Ah ouais, d'accord. Cette année-là, on avait aussi des trucs assez sympas, genre Terrain miné, film avec Steven Seagal, avec une musique de Basil Polidoris. Alors la musique de Polidoris, elle est pas mal. Le film, c'est un ovni. C'est un film complètement dingue. Ouais, mais c'était la période où Polidoris, je sais pas, mais il devait dire oui à tout. Hot Shot 2, Terrain miné, Sauver Willy. Il avait envie de s'amuser, peut-être, je sais pas. Sauver Willy et compagnie, quoi. Peut-être qu'on lui foutait la paix. Je sais pas. Parce que c'était aussi le début de l'utilisation du time track dans la musique de film. Mais moi, ça me faisait un peu mal, parce que j'avais l'impression que déjà les producteurs, ils avaient plus de mémoire, quoi. C'était le mec de Conan le Barbare, quoi. Arrêtez de lui donner des films de merde. Ouais, mais professeur, si t'es producteur et tu dis au gars qui est bon, tu vas et tu fais la même musique que ça, qu'il y a sur le pré-montage du film et tout, le type, ça l'intéresse pas, tu vois. Il va voir ailleurs. Et puis si on lui dit, s'il fait un petit film, on lui dit, fais ce que tu veux, éclate-toi, il va prendre le truc pour s'éclater. Après, peut-être qu'ils ont besoin aussi des gens de temps en temps faire... Sinon, il y avait, à la même époque, il y avait Stargate.
J'allais t'en parler, je me Et disais, est-ce qu'il va... Stargate, David Arnold, c'était Voilà, sa c'était première grosse musique. sa première BO. Ouais, je sais pas si c'était pas sa première BO d'ailleurs, non Peut-être, je sais pas, c'est possible. Mais il est arrivé d'emblée une maîtrise Mais d'écriture. direct. En même temps, il avait un bon orchestrateur, je sais plus comment il s'appelait. Oui. Il bossait toujours avec lui, je sais plus son nom. J'ai honte parce que j'ai oublié son nom. Et le gars, disons que quand il n'était pas là... J'allais dire une connerie, Bruce Botnick, non, c'était pas lui. Non, c'est pas lui, non. Je sais plus le nom, je suis désolé. Et là, si je prends ma pile de CD, elle va me tomber dessus et il n'y a plus de podcast, il y a l'hôpital. Donc, à cette époque-là, on avait, il y avait Scooby-Doo comme film, mais ça te touche pas, évidemment. T'aimes les dessins animés, mais Scooby-Doo, tu t'en fiches. Non, c'était pas à cette époque, Scooby-Doo. Il y avait un Scooby-Doo qui est sorti cette année-là. Mais c'est pas celui avec Sarah Michel Gellar, non? Non, c'est un dessin animé. Moi, tu aimes le dessin animé, je te parle de dessin animé. Ah non. C'est l'époque où il y avait les Pompoko qui sont sortis. Les Pompoko, c'est un truc japonais où t'as des sortes de... Ça ressemble à des ratons laveurs qui défendent leur territoire et qui tapent sur les humains avec leurs testicules. Ah, d'accord. Donc t'as des batailles humains, ratons laveurs qui frappent les humains à coups de couilles. Et ça, il n'y a que les Japonais pour nous donner des images comme ça. Ouais, j'imagine. T'imagines le truc. Mais n'empêche qu'il marche toujours, le film, il existe toujours. C'est l'époque où il y avait Ed Wood aussi qui est sorti au cinéma. Ed Wood, oui. Ah, tu dis Ed Wood, toi? Bah, tu dis comment, toi? Bah, attends, tu m'as fait un plan au dernier podcast avec Mas Vendu ou Mathieu Windu. Oh là là là. Moi, je te parle de Ed Wood. Ed Wood. Et d'ailleurs, ils l'ont vendu, le Mas, à la fin, ou pas, quoi? Bah oui, le mec, il arrêtait pas de me dire, il est vendu, le Mas. Certainement des Jedi. Oh là 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 là. Ah, mais c'est l'accent catalan. L'accent du Sud, quoi. Ah non, on va pas se mettre à imiter les accents, ça va être horrible. Au lieu de dire vendu, ils disent vendu. En plus, c'est assez raciste, je crois, que c'est les accents. T'as un truc à nous dire sur Ed Wood? Non, on l'avait déjà dit. T'aimes pas les films en noir et blanc, toi? Si, mais on en avait parlé lors du podcast précédent. En fait, avec l'étrange Noël de Monsieur Jack, Burton et Elfman se sont brouillés. Et donc, sur Ed Wood, il a demandé à Howard Shore de venir et de faire du Elfman. Donc, du Elfman, et aussi, je trouve que ça correspond vachement à l'époque, parce que quand tu connais un peu les films d'Ed Wood, c'était quand même pas mal aussi là-dessus, quoi. Mais moi j'adore la BO, hein, j'adore ce que Shore a fait. Je trouve que même... J'adore la BO, j'adore le film. J'adore justement, le film est magnifique, parce qu'à la fin, il y a déjà une belle scène qui s'est jamais produite, c'est la rencontre entre Ed Wood et Orson Welles, ouais. Et puis à la fin... Burton lui donne, et puis les scénaristes et Burton donnent à Ed Wood une consécration, quoi. Il a réussi quelque part, quoi. Et quand le film est projeté, que tout le monde est content et tout, et t'as un magnifique thème que Shore a écrit et qui te bouleverse, je trouve. Donc, ouais, je suis d'accord. Et tu connaissais Ed Wood, ses films avant ou pas? Non, c'est avec ce film que j'ai connu celui qu'on appelait le plus mauvais le plus mauvais réalisateur au monde, quoi. Donc, moi, je connaissais ces films parce qu'il y avait des soirées nanar à Paris. Et Ed Wood, j'avais déjà vu en fait Bride of the Monster, Plan 9 from Outer Space. C'est parce qu'à l'époque, il n'y avait pas ça en vidéo, donc il fallait des soirées spéciales avec des gens décadents. Et j'ai adoré parce que déjà, c'est le même sentiment que j'ai eu un peu en regardant. Comment ça s'appelle, Mars Attacks. Toi, ce côté non, c'est après Mars Attacks, hein. Oui, c'est après, mais je trouve que c'était cohérent en fait. Pour moi, ils se répondent les deux films. Il a fait Ed Wood et après il fait Mars Attacks, et c'est ce côté de l'Amérique malade, tu sais, une sorte de sous-culture qui est là, qui est très présente. Je dirais pas malade, mais bon, c'est vrai que les personnages sont assez particuliers tous, mais moi j'aimais beaucoup, il y avait ce regard quand même. C'était pas un regard moqueur de la part de Burton, c'était un regard même avec plein d'amour. Non, mais quand je dis malade, c'est juste c'était les outsiders, quoi. C'était ce qu'on voit jamais d'habitude, quoi, tu vois. Il y avait on montrait bien comment, par passion, ce type essayait de faire des films, et puis on montrait bien comment ça se passait dans ce milieu-là, quoi, où le film était vendu, le film était vendu sur un titre et pas sur des scénarios, puis il était vendu dans telle ville ou telle ville. Ça te rappelle pas les trucs qu'il y a maintenant qui sont vendus sur des titres aussi, avec des numéros derrière en plus. C'est pareil, hein, sauf que c'est fait avec plus d'argent, mais est-ce que c'est mieux? Je sais pas, en fait, parce que
Bon, en fait, tu peux pas te taper 3 Ed Wood à la suite, quoi. Mais Oui, dans j'imagine. Matin, Plan 9, c'est quand même... Il y a un truc, le gars, il a une... Ed Wood, il avait une sorte d'ambiance dans ses films, il y croyait, et si t'arrives à rentrer un peu dans son délire, tu gardes toujours à l'esprit que c'est mauvais, tu vois, mais tu vois ce qu'il voulait faire, c'est un peu comme les films j'allais dire Eric Romer. Eric Romer, c'est comme Ed Wood, mais en chiant. Le pauvre, à chaque fois que t'en Non, parles. de Jean Rollin, les films de Jean Rollin, voilà, on dit que c'est pas bien et tout, mais en fait, si tu vois ce qu'il a voulu dire, tu rentres un peu dans son truc, et il y a quand même quelque chose qu'on ressort, il y a toujours une petite poésie derrière, il y a toujours un truc... Oui, parce qu'il y a une sincérité à la base, quoi. Voilà, donc, c'est fait sincèrement. Mais le vrai nanar est fait sincèrement. Voilà, le vrai c'est nanar, ça, quoi, oui. C'est pas Sharknado, quoi. C'est pas un truc qui est fait pour ricaner. Un vrai nanar, c'est maladroit, c'est tout ce qu'on veut, mais il y a toujours ce petit côté touchant derrière, quand même, quoi. Alors, on va revenir à nos oignons, hein, parce que là, en musique de film, quand même, quoi. On avait Entretien avec un vampire, c'est bien de 94, hein. Oui, possible, j'ai pas mis sur ma liste, mais ça doit être ça, oui. Ça se trouve, il est sorti en 95 en France. Moi, j'avais bien aimé, c'est Golden Tal, la musique. Ouais. Au départ, ça devait être Fenton, puisque c'est un film de... je les confonds toujours, c'est pas Stephen Frears, c'est l'autre, c'est... Aide-moi. Neil Jordan. Oui, voilà, c'est un film de Neil Jordan, et Fenton avait travaillé avec lui déjà sur La Compagnie des Loups. Je sais pas s'il avait travaillé avec lui sur Crying Game, peut-être aussi. Ah, je sais pas. La musique, j'avais trouvé intéressante, elle était... Je sais que Fenton avait commencé à bosser dessus, je sais pas pourquoi ensuite ça s'est pas fait, mais... Ça, c'est les mystères de la production. Parce que je sais pas, je crois... C'est à vérifier. Je sais pas si c'est dans le livret ou si c'est dans le générique du film. Il remercie Fenton quand même à un moment donné. Bah, il a peut-être bossé dessus au début. Tu sais pas, il peut y avoir un retard dans la production du film, l'autre a des engagements, vice-versa. Mais bon, et pour le coup, Goldenthal a fait quelque chose d'énorme aussi quand même. Oui, Goldenthal, c'était quand même un peu sa période quand même. À cette époque-là, il y avait ton film préféré, Le Roi Lion. Ouais, c'est... Non, j'ai beaucoup aimé à l'époque, mais... Ok, tu sais quoi, je suis allé le voir au cinéma, et j'ai juste rigolé sur le coup des géantes gazeuses, là. Quand ils parlent des étoiles. Ah oui, ouais. C'est le seul truc que j'ai trouvé rigolo pour un Disney. Le reste, j'ai eu l'impression de voir un remake du Roi Léo. Ben c'est un remake du Roi Léo, moi je pensais... J'étais effondré, quoi. J'ai trouvé ça naze, le Roi Lion, mais... c'était horrible, je me suis senti comme un martien. T'as tout le monde qui trouvait ça génial. Moi j'étais un gros fan du Roi Léo quand j'étais petit, mais... Non, il est... Du Roi Léo. Ah, j'ai adoré aussi, c'était génial. Non, il est bien fait le film quand même, la première scène et tout, avec les animaux et tout, c'est excellent. Il y avait une envie chez Disney de faire quelque chose qui en mette plein la vue, je trouvais que c'était réussi. Après, bon, ils ont demandé à Zimmer, parce qu'il était dans sa période un peu africaine et tout, mais donc Zimmer a rameuté ses potes. Pour moi, c'est pas une musique de Zimmer, là, encore une fois, quoi. Mais bon, Elton John, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il fout là, mais... Bah si, il est porteur, hein, je veux dire, voilà, c'est Elton John, t'avais un nom pour vendre le film, quoi. Ouais, mais bon... Mais bon... Bah, il y a eu Céline Dion avec Titanic, hein, donc s'en passer aussi. Zimmer a eu l'Oscar, du coup, mais bon, je trouvais pas que ça s'était forcément mérité, quoi. Franchement, c'est une BO que je réécoute rarement. Mais ça veut pas dire grand-chose, les Oscars, hein. C'est aussi pour marquer le coup, tu vois, c'est pas forcément les meilleurs films. Non, mais je trouve que... Ouais, mais c'était peut-être le moment charnière où finalement Zimmer est devenu Hans. Ça l'a intronisé. Ça l'a intronisé dans les grands, quoi. Voilà, il est devenu Hans Zimmer. Ouais, c'est ça. Hans Zimmer. Oh là là là. Non, parce que ce qui me sidère, c'est que quand il m'arrive de parler à des gens de cinéma et de musique de film, dès que tu leur parles de musique de film, ils te citent Hans Zimmer, quoi. Et après... Oui, mais c'est normal, ça, ou Ennio Morricone. Voilà, et après, il n'y a personne, quoi. Mais non, mais les gens, c'est pas des spécialistes de musique de film. Et puis, ils écoutent pas tous Ciné-Claque. C'est vrai. S'ils écoutaient Ciné-Claque, voilà, quoi. Il y a Jerry Goldsmith qui avait fait aussi La Rivière Sauvage. Oui. Cette année-là. Je l'ai vu, je m'en souviens plus. C'est horrible. Ouais, Ça fait 28 et tu ans, sais que La Rivière Sauvage,
Parce que je crois que c'est une Trada qui avait édité récemment, il y a quelques années, les 2 BO. Il y a une BO rejetée par Maurice Jarre, en fait. Et Goldsmith, a composé derrière, donc quelque chose, certainement vite fait, hein, comme d'habitude, mais... Ouais, même mieux que Maurice Jarre. Je veux pas être méchant, mais Maurice Jarre... Il y a un très beau thème qui est dedans, qui est... Non, c'est dehors. Il y a un très beau thème qui est une chanson folklorique qui est repris par Goldsmith et aussi par un groupe qui est pas très connu en France, c'est les Cowboy Junkies. C'était pas mal, quoi. D'accord. En France, justement, parlons de la France. Moi, il y a eu un film cette année-là que j'ai adoré, mais vraiment qui était... j'ai trouvé vraiment incroyable, c'est La Reine Margot. Je l'ai pas vu. C'était... Même maintenant, il tient la route. Même 28 ans plus tard, le film, il défonce. Et au cinéma, c'était une vraie trempe. Hein, une vraie trempe. C'était 2h30 de spectacle de fou, théâtral au maximum, hystérique et en même temps vraiment très... Enfin, vraiment rigoureux. Et il y avait une musique de Bregovic dessus, là, celui qui faisait tous les films, là, de... Comment il s'appelait Papa est en voyage d'affaires, tout ça. Et Emir Kusturica. Ouais, enfin, excuse-moi, j'ai des trous, là, c'était... Ça, ouais, c'était lui qui a fait la musique. Bah, Bregovic, c'est lui qui faisait ces musiques-là. Hein. Ouais, non, mais je veux dire, c'est lui qui a fait La Reine Margot, j'aurais pensé que c'était... Ouais, carrément, ouais. Ah ouais, j'aurais cru que c'était quelqu'un comme Sard ou... Alors, si t'as l'occasion de voir La Reine Margot, c'est vraiment un film formidable. C'est éprouvant, il est vraiment éprouvant, parce que tout est poussé au maximum, mais il y a tout est bien dedans, voilà. Enfin, moi, j'ai adoré... Et voilà, et puis qu'est-ce que j'avais d'autre dans mon coffre de voiture là pour qu'on discute. J'avais Exotica. J'ai pas vu le film. Mais bon. La musique de Michael Dana. Le film en fait, Exotica, c'est le nom d'une boîte de striptease, et t'as plein de séquences qui se passent dedans. Et je peux pas le spoiler si tu l'as pas vu parce que c'est vraiment bien. Et franchement, la musique, elle est très pop, elle est tout. Alors, Michael Dana, j'adore sa musique en général. Je trouve que c'est pas un mauvais du tout. Il a fait des trucs vraiment excellents. Et là t'as des morceaux. Ouais, moi j'aimais bien au début Michael Dana, puis j'ai du mal. Il travaillait avec son frère maintenant, puis j'ai du mal à trouver une identité musicale à ce qu'ils font, quoi. Bah, dans les années 90, il avait une identité musicale. Toi, par exemple, quand il fait De beau lendemain, tout ça, il y avait un truc, c'était des musiques assez atmosphériques en fait. Ah oui, moi l'une des rares BO que j'ai acheté de lui, c'était 8 mm, je sais pas si tu te souviens de la musique. Oui, c'est tout à fait. Elle est excellente, bien, ouais. Il bossait bien. Hein. Sinon, cette année-là, on avait le flic de Beverly Hills 3, j'ai oublié. Je l'ai vu au cinéma. Je crois que j'ai eu honte en le voyant. Bah, c'est le plus mauvais, donc. Bah ouais, ça se traîne, on dirait un téléfilm tout pourri. Sans déconner, mais c'est plus un podcast de cinéma, c'est un podcast c'est même pas de la critique, on est au-delà, mais c'est pas grave, on fait ce qu'on veut, on est chez nous. On avait aussi The Crow comme film. Hein? The Crow. Ah, oui. Le corbeau. C'est le basse vendu, c'est le The Crow. Le corbeau. Bon, The Crow. The Crow. Avec une belle musique, The Crow. Ouais. Une très belle musique de Graham Revel qui Varese vient de la rééditer récemment en double CD. Et il n'y avait pas The Cure aussi qui jouait dessus? J'allais en parler parce que parallèlement, il y avait aussi t'avais l'album de symphonique, l'album de le score, voilà, de Revel, et t'avais l'album de chansons, dont Cure qui nous a composé qui a fait un bon morceau inédit, quoi. Burn, je crois que ça s'appelle sur plus de 6 minutes, et ça déchire. Et l'intérêt, c'est que, et qui n'est pas dans les albums de Varese, c'est que dans l'album de chansons, tu avais aussi la chanson de Jane Silbury qui reprend le thème de The Crow. Et elle chante une magnifique chanson qu'on entend sur le générique de fin, je crois. Tu te rappelles, à cette période-là, il y avait des albums qui étaient entièrement de chansons inspirées par... Oui. Tu les entendais même pas dans le film. C'était aberrant pour moi, quoi. C'était aberrant tout court. Ils avaient rien à voir avec le film, tu les entendais pas dans le film. C'était inspiré par... le commerce à son maximum, quoi. Mais là pour le coup non, sur The Crow, c'était pas inspiré, quoi. C'était vraiment
c'était un bon album de chansons, je dirais pas métal, enfin moi je m'y connais pas trop, mais bon, t'avais Cure, Rob Zombie, je crois, enfin des trucs comme ça, quoi. C'était. Ouais, c'était bien Rob Zombie. Moi j'écoute toujours Rob Zombie. Et non, mais de toute façon, si tu retrouvais les mêmes, les Cure, ils avaient fait Judge Dredd. Judge Dredd, ouais. Et oui, c'est vrai que tu retrouvais les Zombie aussi dans Escape from Judge Los Dredd. Angeles, tu vois. Ouais. Non, il y avait une sorte d'unité. Il y avait une unité dans le son, quoi. Il y avait une vraie direction artistique quand même, quoi. Donc on a. Ah oui, ouais, vas-y. Juste petite anecdote, parce on l'avait dit, je pense, sur le moment quand on avait abordé Peter Gabriel, mais quand on lance The Crow de Revel, les premières notes, c'est Passion, c'est donc la dernière tentation du Christ de Gabriel, quoi. Mais à l'inverse d'un Zimmer sur Gladiator où il ne saura pas quoi en faire, Revel arrive à ingurgiter cette référence et à faire quelque chose d'autre. Voilà. Non, mais t'as bien décrit, là, en fait. T'as bien décrit le truc. Qu'est-ce qu'on avait encore à l'époque ? On avait... je sais plus. Bah, moi, je crois que j'ai quasiment fait le tour, à part le film que j'ai préféré cette année-là, au niveau musique, justement, parce que... Mais peut-être que il y a un film dont on n'a pas parlé, par exemple, que t'as aimé, qui a aimé la musique, surtout. Bah, on avait parlé, t'avais cité James Horner, mais bon, ce qu'il avait fait de mieux cette année-là, c'était Légende d'automne. Je sais que tu n'as pas vu le film, il me semble. Non, j'ai pas vu. C'est une très belle musique. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui m'avait plu ? Il y avait un John Barry, l'expert, que j'avais beaucoup aimé aussi. Bah, j'ai pas aimé, moi. Je suis désolé. Non, mais c'est pas grave. Hein. T'avais un Sylvester Blown Away. Ouais, j'avais bien aimé aussi celui-là. Ouais, le film était pas mal. Ouais, avec Jeff Bridges. Ouais. Un film intéressant. Enfin, moi, je trouvais plus la musique intéressante que le film en lui-même. Une musique assez iconoclaste. C'était pour un film d'Alan Parker qui s'appelle Au bon soin du Dr Kellogg. C'était Welcome. Oh, un film à base de lavement. Ouais, voilà. Et la musique de Rachel Portman, elle est géniale, quoi. C'est comme je disais, c'est carrément iconoclaste, quoi. Elle a un orchestre vraiment particulier avec des tonalités très intéressantes et c'est très drôle à écouter en fait. Voilà, sinon ouais, entre les deux, mon cœur balance. Il y avait Wyatt Earp, donc de Laurence Kasdan, grand film de plus de 3 heures, je crois, avec Kevin Costner. Musique de James Newton Howard, une grande musique de James Newton Howard que déjà le CD à l'époque il faisait 50 minutes, mais sur un film de 3 heures, bien sûr, il manquait beaucoup de choses. Et il y a quelques années, La La Land a carrément sorti un coffret 3 CD quoi, pour l'intégralité du score. Et quand on aime le western, quand on aime la musique de western et qu'on aime James Newton Howard, c'est à écouter absolument, quoi. Mais voilà, et sinon il y a mon coup de cœur. Ah bon, mais quel est donc ton coup de cœur, professeur ? Les Évadés. Donc titre complètement stupide de la part de notre film. Voilà. De notre part. Tu viens de me spoiler rien qu'avec le titre. Non, mais c'est ça, quoi, parce que Les Évadés, c'est une nouvelle de Stephen King, hein, qui en fait... Une nouvelle de 200 pages quand même, c'est on va dire un roman court. Ouais. Qui s'appelle Rita Hayworth sous la rédemption de Shawshank. Shawshank, c'est le nom de la prison. Shawshank, c'est la prison. Voilà, Rita Hayworth. Et ça, c'était un super recueil, hein. Il y avait Stand By Me dedans. Oui, il y avait Stand By Me, il y avait un élève doué dedans et tout. Ouais, c'était incroyable ce livre. Ouais, c'est différentes saisons, il s'appelle le recueil et qui est absolument... Franchement, moi je le conseille. Hein. Si les gens n'ont pas lu ça, il faut que... Et donc, se lit vite, c'est super, c'est bien, quoi. Ça le titre était bien, quoi. Bon, j'imagine, il n'était pas vendeur, mais Rita Hayworth sous la rédemption de Shawshank, ça intrigue. Mais non, là, Les Évadés. Bon, déjà, on sait ce qui va se passer. Oui, mais il n'y a pas Rita Hayworth dans le film. C'est aussi, c'est le premier, on ne dit pas quoi, mais c'est... si. C'est Rita Hayworth sur le poster Il me semble que c'est elle, ou alors peut-être dans le film, c'était quelqu'un d'autre, mais... Je crois que c'est quelqu'un d'autre dans le film, c'est pour ça qu'ils ne pouvaient peut-être pas forcément garder le titre. Bon, ils auraient pu changer en mettant autre chose, mais... parce que le film, il s'appelle Shawshank Redemption, en anglais. Et ils ont viré Rita Hayworth dessus. Ouais. Et
Donc la musique... À l'époque, il y avait Stand By Me, c'est The Body. Hein, c'est, Oui, The Body. il changeait aussi il changeait le nom original, quoi. Ouais, mais bon, c'était pertinent. Stand By Me, ça faisait sens, mais ça spoilait pas le film. Mais un film qui se base sur une évasion, mais c'est pas le propos. Et t'as respoilé, voilà. Et tu appelles ça les évadés, je sais pas, c'est comme si t'appelais l'Empire contre-attaque Dark Vador et le père de Luke. Ouais, mais tu vois, par exemple, il y a eu un film de guerre, là, ça s'appelait Mission Évasion, par exemple, aussi. Oui. Voilà, quoi, C'était Stalag 13, ouais. Donc la musique, elle est de Thomas Newman. Et donc moi j'étais bluffé parce que Thomas Newman, il nous sortait un peu c'est quelqu'un de très expérimental, hein, qui faisait des petits films, qui avait sa patte à lui, hein, qu'on pouvait reconnaître et tout, mais pour l'instant, il n'avait pas, il s'était pas essayé à quelque chose de plus gros, de plus orchestral, et là, il le fait avec maestria. Et la même année, d'ailleurs, il a fait un autre film, Little Woman, qui est une version, donc Les 4 filles de Dr. March, quoi. Une très belle musique symphonique aussi, très dans l'esprit Aaron Copland, John Williams et tout. D'ailleurs, ensuite, de toute façon, c'est pour ça que... Ouais, voilà, Americana. Ouais. C'est pour ça que, de toute façon, Spielberg, ensuite, allait travailler avec lui sur le pont de l'espion, quoi, les ponts des espions. Mais... donc, avec ces deux films, Les Évadés et Les 4 filles de Dr. March, Thomas Newman nous montrait, il nous prouvait qu'il savait écrire et orchestrer pour un grand orchestre, quoi. Et donc, j'étais content parce que moi, ça me confortait dans... Parce que c'est un peu égoïste, quelque part. Moi, quand j'ai découvert Thomas Newman, j'avais l'impression d'être tout seul, quoi. Personne ne le connaissait ou pas. Enfin, et j'étais content parce que je me suis dit, bon, lui, je vais le suivre. Et je le voyais grimper, et ça me confortait. Je me disais, bon, j'ai pas trop mauvais goût, quoi. D'accord. Voilà. Ok, moi, bizarrement, mais ça tombe bien, quel hasard, parce que je t'en avais parlé il y a pas longtemps. Moi, j'ai kiffé sur la musique du Shrinking Express de Wong Kar-wai. Non, mais attends, non, mais c'est vraiment un hasard, tu sais quoi? J'étais obligé à le regarder. J'étais obligé. J'ai vu le film il y a 2 jours. Voilà, parce que c'est important et donc voilà, parce que ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur l'utilisation de la musique dans les films, non pas comme une bande originale vraiment, mais aussi avec des chansons qui ont leur importance dans la narration et voilà. Et j'ai adoré en fait quand j'ai vu ce film-là, où je pensais au départ que ça allait être un film de gangster. Hein. J'arrive au cinéma, je me dis Tony Leung, Hong Kong. Il est flic, ça va défourailler et tout, et c'est tout le contraire, c'est un vrai film romantique, et c'est beau, c'est un des plus beaux films de la Terre, et la BO, j'ai trouvé vraiment, vraiment incroyable, quoi. Et dans la BO, d'ailleurs, on entend, il y a une chanteuse qui s'appelle Faye Wong, qui est une chanteuse de Hong Kong, qui a fait beaucoup de reprises. Là, elle reprend les Cranberries, mais elle a passé sa vie à faire des reprises, elle a même repris du Cocteau Twins, c'est assez dément quand même, quoi, en chinois. De toute façon, on n'est pas là pour rigoler, quoi. Au début, je pensais vraiment que c'était les Cranberries. C'est qu'après, je me suis dit, ah mais non, mais c'est pas de l'anglais. Non, c'est du chinois. Et ce qui est intéressant, il faut déjà aimer les Cranberries, et puis il faut aimer la chanson, c'est Dreams, non? Ou je sais plus. Ouais, Dreams. Ouais. Parce que elle est utilisée, le film est en 2 parties, donc et cette chanson est utilisée dans la 2e partie, et elle est utilisée constamment. Mais j'ai trouvé ça intéressant, parce que c'est pas comme les Américains où ils te prennent une scène, une chanson, 3 secondes d'une chanson, une scène, 3 secondes d'une autre chanson. Là, t'as une seule chanson, mais ça fait une sorte d'unité, en fait. Ouais, tout à fait. Et c'est il y a une vraie utilisation de la musique. Au lieu d'être dans la redite, au lieu que ça gonfle, en fait, je trouvais que ça portait cette partie du film. Bah ouais. Et donc, c'est la musique du film. Là, l'essentiel, c'est fait par un type qui s'appelle Roel Garcia. Et qui est un jazzman en fait. Et, alors le mixage il est assez immonde dans le film quand même. Hein. Le son il est assez, il casse un peu les oreilles, mais la musique est chouette quoi. Enfin, c'est une sorte de, enfin elle est assez obsessionnelle. Et dedans on a un morceau des Mamas and Papas, California Dreamin'. Oui. Et là par contre, moi quand je suis allé me coucher le soir après, j'avais ça dans la tête en boucle quasi toute la nuit. Quoi. Oui, c'est.
Mais là encore, c'est pas pris par hasard, quoi. C'est pas par hasard. Et voilà, il y a tout un symbole derrière. Et ouais. c'est vraiment de la bonne utilisation bien fine de la musique et de la chanson. Et voilà, en fait, j'ai adoré l'osmose entre le film, la musique, et parce que tu vois, donc tout à l'heure on parlait de fiction pulpeuse, et puis de je sais plus quel film encore avec des chansons et tout, parce que c'était vraiment ça. C'était à la fin de la musique de film, le score, ces années-là, et c'était le début de la compilation, quoi. Oui. Sauf on a oublié de parler de True Lies. Dans True Lies, il y avait encore de la musique. Hein. Voilà, quoi. C'était pas le début de la compilation, on était déjà bien dedans depuis oui, depuis Top Gun, en fait. Ça voilà, a commencé. c'est Mais ce que j'allais te dire. C'était quand même de l'humour, là. On va dire, on était dans une tendance lourde. Et j'ai trouvé que, justement, là, Wong Kar-wai, il avait vraiment une super utilisation de ça. C'est-à-dire qu'il avait cette musique et tu penses qu'il l'a écouté en faisant le scénario, quoi. Toi, oui. C'est pas un spécialiste qui est arrivé derrière en lui disant tiens, vu qu'on est un film produit par Sony, on va mettre un artiste Sony, tu vois, pour vendre un peu plus de disques. Ce qui se passait en fait toujours là-dedans, quoi, dans le cinéma, tu vois. Faut pas non plus rêver, quoi. Quand c'est un film produit par Sony, c'est un groupe ou un chanteur ou une chanteuse Sony. Ah oui, bien sûr. Mais... Voilà, donc là on était dans vraiment en plus reprendre un standard comme California Dreaming que tout le monde connaît, se le réapproprier, c'était pas évident. Et je trouvais voilà, c'était bien et j'étais content de savoir que tu avais aimé le film. Oui, parce que j'ai trouvé, tu disais que tu t'attendais à un film policier et tout, mais c'est marrant parce que je trouvais que c'était comme s'il y avait eu un scénario, mais que le réalisateur s'était dit non, moi ce qui m'intéresse c'est ce qu'il y a entre les lignes. Et en fait il nous filme des choses qui sont pas importantes, mais qui il a beaucoup improvisé aussi avec les comédiens. Ils ont beaucoup improvisé et ils ont tourné un petit peu en fait, à l'arrache. On a l'impression qu'il y a une histoire, mais à laquelle on n'assiste pas, et qu'on voit ces petits moments volés sur les personnages dans cette histoire, quoi. Ouais, c'est dans leur intimité. Voilà. Et c'était intéressant, quoi. J'ai trouvé, je sais pas, c'est un film qui met la banane, quoi. Je sais pas s'il met la banane, mais si, ça se finit quand même bien. Ouais. À la fin. Oh, j'ai spoilé. Mais je l'ai trouvé bien, et c'est vrai que... Et quelqu'un m'en avait parlé aussi, parce que il y a ce rapport à la bouffe, quoi. C'est fou comme ils ont... Il faut que bouffer. Ouais. En plus, comment ils mangent. Ouais. Ils engouffrent, c'est... Moi, j'étais super étonné, je savais pas qu'on mangeait comme ça, avec les baguettes, qu'on s'en bouffait. C'est ça dans les films, dans les mangas ou quoi, mais il y a un rapport à manger, quoi, à la nourriture qui... Et ça me faisait penser, mais on avait déjà ça dans Blade Runner et tout, on le voyait aussi. Et t'as vu, perso, je t'avais dit, il y a une petite ambiance qui fait penser à Blade Runner aussi. Enfin, toi, il y a cette ville qui est complètement surpeuplée avec... Enfin, c'est complètement fou. Et la bande-son, elle est incroyable. On entend tous les gens parler en même temps. Enfin, j'adore. Enfin, c'est vraiment un voyage. Et en 94, quand j'ai vu ce film, quand je l'ai vu, franchement, j'ai pris une claque, mais dans le bon sens du terme, tu vois. Et 28 ans après, j'adore toujours ce film. Enfin, il est resté super important pour moi, quoi. Parce que c'est on dirait... Sur la femme, on dirait un peu, tu sais, les vieux Godard, tournés à l'arrache, avec une petite caméra... un côté presque reportage, tu vois. Ah oui, c'est presque du cinéma, j'allais dire entre guillemets, vérité, quoi, mais... Ouais, on dirait des images volées, ouais, c'est ça. Enfin voilà, en plus, tu vois que les comédiens étaient à fond dedans. Et tu vois les impros, quoi, quand il parle à ses chaussons et tout. À sa savonnette, mais il faut pas te laisser aller. Ouais, c'est ça. Et en plus, non, mais voilà, tu vois, tu te rappelles, tu rigoles, moi c'est pareil. Enfin, c'est vraiment un super film. Donc voilà, c'était ça pour moi, 1994. C'était, tu vois, Professeur. On est allé vite, hein. Oui. On a mis 43 minutes. Oula. Et ça va aller de plus en plus vite avec les années, malheureusement. Ah non, parce que 1995, il y a du lourd. Oui, en attendant encore, mais attends quoi. Attends, tu vas voir. Après, on pourra faire Village des damnés, Waterworld, Seven. Bientôt, on pourra faire Judge Dredd, décennie en Die seul Hard podcast. 3, l'entre de la folie, Hit. GoldenEye, parce que GoldenEye, mine de rien, c'est nul, mais on peut parler de la musique aussi. Apollo 13, Batman machin, non mais Deadman, je kiffe Deadman, enfin voilà quoi. C'est non, il y a du lourd, hein, quand même, pour le prochain podcast.
Donc voilà, quoi. Très bien. Professeur, Docteur. c'était un honneur. L'honneur est partagé. Professeur, je crois qu'on peut arrêter et puis se dire bonne nuit, parce que maintenant il fait nuit, en fait. Et oui. On a commencé le podcast à... On est rentré dans une faille spatio-temporelle. Ah là là, nous allons laisser maintenant le docteur et le professeur. Après un podcast d'une rapidité déconcertante pour les habitués. Nous la trouverons pour un futur podcast à propos de l'année 1995. Une très bonne année aussi dans la musique de film. A bientôt sur C'est des claques. C'est des claques, c'est du ciné et c'est des claques. Ouais, des claques. Spirale temporelle.